Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Louis Romégas. Bonjour. Vous êtes un habitué. D'année en année, enfin. Quoi? Oui, d'année en année, on se revoit. Voilà, bon, donc soyez le bienvenu. Nous recevons dans le cadre des entretiens de La Glorieuse, que nous publions depuis 7 ans, déjà. C'est un anniversaire, alors. Je ne sais pas si ça tombe pile poil le jour d'anniversaire, mais ça fait 7 ans. Donc, voilà, vous êtes ancien député. Aucune fonction d'élu aujourd'hui? Toujours? Aucune fonction d'élu, non. Donc vous êtes redevenu militant de base. Voilà. Vous êtes porte-parole du groupe ELV Montpellier. Tout à fait. Vous voulez rajouter quelque chose à la présentation? Je travaille aussi. Accessoirement? Vous n'êtes pas, à la accessoirement, retraite? principalement. Vous n'êtes pas à la retraite? Non, pas encore. C'est quoi votre travail? Je travaille en prévention santé. En fait, je suis responsable d'un centre de ressources en prévention santé de l'éducation nationale, mais qui est à l'Institut du cancer, à Épidore, puisqu'il y a un partenariat en fait entre l'Institut du cancer et l'Académie pour créer des outils de prévention en matière de santé. On travaille sur les questions de santé environnementale, par exemple, l'alimentation. Mais... Parce qu'à la base, vous êtes instituteur, ça fait combien de temps que vous avez plus vu d'élèves? Ça fait combien de temps que vous n'avez plus vu d'élèves? J'en vois de temps en temps, mais de classe, que je n'ai plus de classe, c'est-à-dire avant j'ai eu mon mandat de député, donc ça fait une dizaine d'années. D'accord. Donc avant de passer aux questions, on va parler de la une du prochain numéro de La Glorieuse. Donc on revient sur l'agence économique, ça y est, au bout de 3 ans, ils ont trouvé une solution. L'agence économique, la rue moins à la rue, en titre. Pendant 3 ans, il a attendu, ce pauvre Alex. Voilà, ensuite, et donc l'avocat, on fait monter un peu l'avocat Alain Scheuer, là, qui appelle à la révolte du système des copains. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a raison? Le système des copains, ça vous inspire quoi? Je pense que ça doit dépendre des secteurs. Je ne sais pas si on peut parler de ça en général, mais il faut... Dans la politique. Ah, oui, dans la politique, ça existe. Ça existe. Non, merci quand même. Non, mais même dans l'activité, dans certains secteurs économiques, je pense qu'on peut se poser la question. Mais ça dépend des secteurs. L'économie, c'est vaste. Bon, on va pas faire un sujet là-dessus. Alors, on revient aussi sur les finances, là, et l'emprunt à 3 milliards d'euros à taux variable que vient de prendre le maire pour éponger un peu toutes ses dettes. Parce que on fait un dossier sur le véritable coût de la gratuité. En fait, c'est pas 20, c'est pas 30, c'est pas 60. C'est 105 millions d'euros par an. Le vrai coût de la gratuité. Donc, ça, voilà. C'est un sujet qui m'intéresse. Vous savez que nous, on a pris position... contre ce projet de gratuité, depuis le début, dès qu'il avait été lancé. Mais pas spécifiquement pour une raison de coût. Il y a une raison de coût, bien sûr, parce que ça n'existe pas, la gratuité. En réalité, c'est le contribuable qui va payer pour l'usager, et c'est nous tous, contribuables, qui allons payer. Mais c'est surtout que si la question, c'est de transférer des gens, des passagers de la voiture au tramway, ça n'est pas ça le critère déterminant. Moi, je ne prendrai le tramway s'il est fréquent, s'il est confortable, s'il est rapide. S'il faut attendre 1 heure pour avoir un tramway gratuit, ça ne m'intéresse pas. Je préfère un tramway payant, avec des tarifs sociaux, bien sûr, des tarifs attractifs, mais payant, mais fréquent et efficace. Ouais. Et donc, c'est une fausse idée que de dire que la gratuité, ça va massivement déplacer des gens de la voiture au tramway. Ce qui déplace les gens de la voiture au tramway, c'est d'avoir des lignes partout, fréquentes, confortables, efficaces. Donc la gratuité, c'est une fausse bonne idée. C'est une idée que moi je trouve démagogique. Ou alors il faudrait avoir les moyens de financer en même temps les investissements dont je parle. Voilà, alors on revient aussi sur la séance photo, là, le clic-clac qui fait pchit. Le maire a demandé, donc Michael Delafosse a demandé à tous les maires de venir à Prades-le-Lez, là, chez votre ami l'élu écologiste, la seule élue écologiste de la métropole, à Prades-le-Lez. Non, il n'y en a pas, il y en a une autre, c'est la maire de Muriel-les-Montpellier aussi, qui n'est pas encartée, mais qui
Oui, elle n'est pas encartée. Oui, oui. Elle dit qu'elle est plus écologiste que l'autre, mais l'autre, c'est une vraie écologiste. C'est une compétition, mais en tout cas. Oui, alors donc la séance photo, ça a tourné vinaigre. Voilà. Il y a beaucoup qui ne voulaient pas se prendre en photo avec le maire pour la gratuité. D'accord. Ensuite, on revient sur l'histoire de tramway aussi. Toujours dans le même secteur, à Clapiers, on fait une enquête de voisinage pour savoir si les gens sont contents d'avoir une grosse station d'arrivée de tramway dans un quartier tranquille, où il y a des villas, où il y a des gens qui habitent dans les bois. Et apparemment, ça passe mal. Là où le tramway passe, la quiétude trépasse. C'est peut-être un peu expéditif comme formule. Ah ben, le voisinage, il n'est pas très content. Hein. Voilà, donc Jean-Louis Roumégas. Voilà. Est-ce que vous étiez hier au rassemblement contre l'antisémitisme? Non, je ne pouvais pas pour des raisons familiales, mais on appelait à participer au niveau national à ces manifestations. Est-ce que vous étiez samedi à celui des... Non plus, pour la même raison. Ce week-end, je n'étais pas disponible, mais j'ai été le samedi d'avant à la manif en soutien à une solution juste et durable, c'est-à-dire avec 2 États, un pour les Palestiniens, et à l'arrêt aussi des massacres de civils. Alors, lors des dernières journées de Jérusalem, le maire avait fait un discours très pro-Israël, à tel point que les élus verts, dont votre ami Manu Reynaud, s'en étaient émus. Oui, mais je suis d'accord avec eux. Je trouve que la position du maire n'est pas très républicaine et même pas conforme aux décisions internationales. On ne peut pas soutenir, par exemple, Israël quand il colonise contre les résolutions internationales et quand il fabrique une situation de guerre perpétuelle. Parce que, bien sûr, il fallait hier être à la manifestation contre l'antisémitisme. Et il fallait aussi afficher un soutien aux victimes du 7 octobre, les victimes du Hamas. Mais pour autant, on ne peut pas oublier la politique de Netanyahou qui fabrique des terroristes lui-même en soutenant les véritables massacres qui ont lieu à Gaza et en Cisjordanie. En Cisjordanie aussi, puisqu'il y a des colonies, les droits des Palestiniens ne sont pas respectés. Et tout ça contre le droit international. Et c'est dommage qu'un élu... C'est vrai qu'on avait tous communiqué pour trouver dommage que le maire de Montpellier soit aussi peu équilibré dans ses prises de position. Alors, votre ami Marine Tondelier aussi, Fabien Roussel et Olivier Faure se sont fait prendre à partie là, dans la manifestation parisienne contre l'antisémitisme. Certains leur reprochent leur appartenance à la NUPS. Et donc leur trop grande proximité avec Jean-Luc Mélenchon. Une remarque? Je trouve ça déplacé, il ne faut pas tout confondre. La NUPS, ce n'est pas une seule organisation politique, c'est un accord électoral qui a eu lieu au moment des législatives. Après, chacun garde ses positions. Marine Tondelier a été absolument claire sur le Hamas et dans sa lutte contre l'antisémitisme. D'ailleurs, on a un des seuls partis qui a un groupe de travail sur l'antisémitisme à l'intérieur du parti, qui fait un travail régulier et efficace sur cette question. Voilà, alors, j'ai pas le numéro de la semaine, là, parce qu'il va paraître demain. Par contre, j'ai le numéro de la semaine dernière de La Glorieuse. Hein. Je fais un peu la pub du numéro. Il n'y en a pas besoin, parce qu'il s'est bien vendu. Alors, dans ce numéro, il y a 4 articles sur le tronçonnage d'arbres dans la métropole et à côté de la métropole. Donc, il y a un article « Croix d'argent, paix menacée d'être arrachée. Monsieur le maire, je vous déteste ». Il y a un article « Beaux-Arts, paradis de l'urbanisation ». Il y a un article sur les dessous d'une destruction d'une forêt à Moyeux. Et il y a enfin un article sur un collectif qui est né pour une ville plus nature au plan des 4 seigneurs. Donc ma question est simple, à quoi servent les écologistes municipaux s'il y a tant de problèmes avec les arbres? Alors écoutez, je ne sais pas si sur ces dossiers-là, ils sont montés au créneau, ils ont pris position. Mais quand on coupe un arbre, il y a 2 solutions. Ou bien il y a une expertise indépendante qui montre que c'est un arbre dangereux. Moi, quand j'ai été adjoint à l'environnement, ça m'est arrivé d'ordonner l'abattage d'arbres. Je me rappelle, sur la place des Beaux-Arts, il y avait des mycocouliers
dont un s'était effondré près d'une terrasse où il y avait des consommateurs, donc ça peut être dangereux. Mais je me rappelle qu'on le faisait toujours après une expertise indépendante qui disait non, là il y a vraiment danger, il faut abattre. Dans des situations comme ça, on peut l'admettre. Sinon, il faut préserver le patrimoine arboré de la ville. Et dire qu'on va couper des arbres pour faire une route ou un bâtiment et qu'on va replanter ailleurs, tout le monde le sait, c'est une arnaque. Un arbre qui a 50 ans ou 100 ans, il n'est pas remplacé même par 10 jeunes pousses qui vont, en termes d'émissions de CO2, de patrimoine, d'ombre, enfin. Voilà. Et le premier à l'avoir dit, c'est le grand spécialiste des arbres de Montpellier, que vous connaissez, Monsieur Allais, qui s'est exprimé très très clairement là-dessus. Alors, les arbres, oui, donc on coupe des arbres, et puis à côté, on plante à grand renfort de communication et d'argent public, des arbres sur la comédie. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un véritable intérêt écologique de planter des arbres sur la comédie? J'avais fait un communiqué à l'époque, je crois que les arbres vont arriver bientôt, j'en profite pour m'exprimer, c'est une honte, un pur scandale. D'abord, les arbres eux-mêmes vont coûter 200 000 euros, mais ça, c'est que les arbres. Mais les travaux pour construire les fosses, puisque vous savez qu'il y a 4 étages de parking souterrain à cet endroit-là, les travaux s'élèvent en millions d'euros. On n'a pas pu savoir la réalité. Il y a eu le chiffre de 40 millions d'euros, puis on nous a dit que c'était l'ensemble des travaux, puis 12 millions d'euros. Mais enfin, en tout cas, ça se chiffre en millions d'euros pour faire des fosses, mettre des arbres. Alors c'est complètement disproportionné. Avec ça, on pourrait verdir par exemple toutes les cours d'école, qui certaines sont des grilloirs pour nos enfants en plein soleil. Voilà, c'est tout ça pour une mesure symbolique, parce que le maire avait annoncé ça pendant la campagne et qu'il faut à tout prix qu'il ait raison. Donc moi je suis scandalisé parce que ça donne une image de l'écologie qui est complètement bling-bling, complètement artificielle, et qui coûte surtout une fortune. Est-ce qu'on peut dire que ces fosses sont une lubie de la fosse? C'est une lubie de la fosse, totalement. Ouais. Alors, aujourd'hui, ça pèse quoi, les écologistes, concrètement, électoralement? Moi, je crois que les écologistes pèsent beaucoup à Montpellier. On l'a vu dans des tas... C'est du lourd du scrutin. Mais que ce qui leur a nuit, c'est les divisions du passé. Et c'est ça, dans l'avenir, il va falloir reconstruire un projet crédible et clair. Bon, après, il y aura peut-être des gens qui individuellement ne suivront pas, mais ça, c'est pas grave. Alors, 70% du parti est contre la ligne Manu de la Fosse. Oui, les 2 dernières assemblées générales sur Montpellier, on peut dire que 70% des adhérents ont voté pour des motions qui prenaient les distances avec l'idée qu'on serait dans une mairie écologiste. On n'est pas dans une mairie écologiste. On est dans une mairie qui fait un peu d'écologie, par exemple, sur le vélo, les pistes cyclables. On peut dire que là, il y a un effort qui est fait, mais c'est vrai partout en France. C'est vrai partout en France. Par contre, la vision globale de la ville, je veux parler de l'urbanisme, quel projet pour la ville et pour la métropole, là, on est toujours dans la vision qu'avait dessinée Georges Frêche, c'est-à-dire celle des grands travaux, de la bétonisation, et il n'y a pas eu de réorientation du projet urbain. J'ai fait une conférence avec des chercheurs sur le changement climatique et l'effet sur le littoral et comment ça impacte la métropole de Montpellier. Tous les chercheurs sont unanimes. Ça va impacter fortement la métropole de Montpellier, la montée des eaux, avec les zones inondables qui vont être modifiées. Et on fait comme si ça n'existait pas. On continue la marche forcée vers la mer avec des projets d'urbanisation énormes au centre encore de la métropole, là, sur la partie le trait de côte, Montpellier et la mer. Le trait de côte, il va être modifié. Le trait de côte va être très fortement modifié. C'est-à-dire que les villas en front de mer à Palavas... Les villes en front de mer seront quasiment des îles qu'on devra protéger de la montée des eaux. Les quoi? Palavas, Carnon, toutes ces zones-là. Ça va devenir des îles? Quasiment. Enfin, c'est-à-dire des presqu'îles. Elles vont être, on va endiguer, on va protéger. Je parle à 50 ans, c'est ça. Et les cordons vont bouger. Les cordons dunaires, les cordons lagunaires vont bouger. Et très certainement, la mer va rentrer. Bon, on va pas faire l'histoire du cordon littoral. Ça va impacter aussi la métropole de Montpellier, parce que ça veut dire que
les zones d'inondabilité remontent, évidemment, en même temps que la mer. Et on construit dans des zones qu'il faudrait préserver aujourd'hui. Il faudrait arrêter cette marche forcée. Et puis le deuxième problème, là où ça n'est pas écologique, c'est qu'on continue à concentrer dans ce centre de la métropole, hein, c'est Montpellier et le sud de Montpellier, toutes les activités, à la fois le commerce, les activités économiques et maintenant du logement. Et on sait qu'à Montpellier, le problème, c'est justement les déplacements vers ce centre. Le matin, hein, tout le monde rentre vers le centre et le soir, on ressort vers la périphérie. Et on aggrave les problèmes de transport. On va revenir sur le transport. Quelle est la différence entre ELV et les ELV? Enfin, non, maintenant ça s'appelle les écologistes. Hein. On ne parle plus d'ELV. Hein. Le sous-titre, ça reste ELV. C'est les écologistes, sous-titre Europe Écologie Vert. Voilà, entre ELV et ELV municipal. Quelle est la différence? ELV municipal, non. Il y a un groupe d'élus dans lequel il y a des élus écologistes qui sont soit membres de ELV, soit membres de rien du tout, soit de Génération Écologie. Enfin, il y a plusieurs. C'est un regroupement d'élus dans lequel il y a une majorité d'Europe Écologie Les Verts, mais il y a aussi des élus qui ne sont pas Europe Écologie Les Verts. Donc c'est un groupe qui s'appelle Choisir l'écologie. Et ensuite, vous avez le parti, avec ses militants, ses adhérents, ça représente à peu près 250 adhérents, qui, lui, prend les positions du parti et décide de sa stratégie au municipal, des positions de fond du parti, etc. Et donc ce groupe, il s'est désolidarisé des écologistes. Non, ça dépend des élus. Disons qu'il y a une ligne politique qui s'est distinguée de l'expression du président du groupe, des élus, qui lui est très proche de quoi de M. Delafosse. Je cherchais son prénom. et donc, alors que le parti est plutôt sur une ligne de prise de distance, en disant tout ce que fait la ville n'est pas écologiste, et il faut à tout prix savoir appuyer ce qui est positif, mais aussi avoir sa liberté de parole. Bon, il se dit que Coralie Mention là, supporte de moins en moins Manu Reynaud, qui vient de prendre une sanction disciplinaire. Vous avez des informations là-dessus? Ou disons que ça c'est un sujet qui concerne la région, l'instance disciplinaire c'est la région. Honnêtement, j'ai pas envie de m'exprimer sur des sujets disciplinaires. Enfin, vous confirmez. Oui, c'est le cas, mais je préfère parler de sujets politiques de fond que de questions disciplinaires. Alors, depuis le début de l'histoire de la mouette, hein, de la glorieuse, on rend compte de la salade verte des écologistes. Est-ce qu'on peut espérer... Qu'est-ce que vous appelez la salade verte? C'est une salade, c'est un peu la salade chez les écologistes. Oui, mais dans toute la vie politique. Là, les écologistes, ils sont au top. On est un parti vivant, animé, mais c'est une preuve de vitalité. Est-ce qu'on peut espérer un peu plus de maturité? Il faut l'espérer. Ça, c'est vrai que les électeurs attendent, je pense, des lignes solides, concrètes. Et c'est un peu pour ça qu'il y a eu cette refondation, d'ailleurs, qui s'appelle les écologistes. L'idée, c'était d'élargir le spectre de l'écologie et agréger non seulement les gens qui font de la politique, le parti, mais aussi tous ces gens qui veulent se battre sur des sujets. Donc on a créé un statut, si vous voulez, de sympathisant. Il y a une application qui s'appelle les écologistes, et vous pouvez participer soit en étant membre d'un parti politique, Europe Écologie Les Verts, les écologistes, mais aussi simplement sur une campagne donnée, à des débats, des pétitions, etc. L'idée, ça a été de fédérer un peu la nébuleuse écologiste, qui, vous le savez, quand même, est très vaste. Il y a des luttes de terrain, il y a beaucoup d'associations. Voilà, personne n'a le monopole de l'écologie. Mais l'idée, c'était d'arriver à fédérer tout en respectant l'autonomie de chacun et la liberté de chacun. Alors, lors de la conférence de presse, là, il y a 15 jours, là, qui a organisé un petit peu, qui a les fondations là, de ce parti, les écologistes, vous étiez le grand absent, avec Manu Reynaud. Du coup, pourquoi? Ah non, c'est juste pour des raisons de vous ne vouliez pas le voir? Non, pas le voir. Pas du tout, non, c'est des questions de fonction. Moi, je n'ai pas de fonction au niveau régional. C'était des conférences de presse de l'instance régionale, puisqu'on a une organisation qui est régionale. Moi, je m'occupe des écologistes à Montpellier seulement. Alors, le maire de Montpellier, il vous considère comme quoi?
Un opposant, un mauvais vert, un vert pâle. Je ne sais pas s'il me considère, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais posez-lui la question. Alors on aimerait bien, mais bon, il ne veut pas nous parler. Ah bon? Ouais. Donc, alors, pourquoi il ne veut pas vous parler? Ah ben je sais pas, il a décidé au début de son mandat de plus nous parler, de plus nous recevoir, de plus nous parler. Sans donner d'explication. Vous n'êtes pas convié aux conférences de presse de la municipalité? On n'est plus convié depuis le début du mandat. C'est dommage, parce que le pluralisme de la presse, quand même, c'est important. Peut-être qu'on l'a un peu agacé, mais bon, l'humour n'est pas quelque chose qui est partagé. Visiblement. Bon, alors quelle serait la vraie vision écologiste de la ville? Parce que tout à l'heure, on a parlé donc, de quelques pistes cyclables. Bon, on a parlé... on a bloqué cette ville en fermant le tunnel de la Comédie. Il y a les problèmes des boulevards, des 4 boulevards. Enfin, voilà, on a fermé la moitié de la ville. Donc, on ne peut plus circuler aujourd'hui. C'est la cata. Et ça ne s'arrange pas. Oui, tout à fait. Donc, c'est quoi la vraie vision écologique? Parce que si c'est pour mettre 4 vélos et 4 pistes cyclables, bon, c'est fait. Maintenant, on passe à quelque chose. On essaye de faire vivre les gens, quoi. Parce que les gens, ils souffrent à Montpellier. Tout à fait. Non, là, sur le plan de circulation et les travaux, il y a un problème de méthode. Le problème de méthode, il est double. D'abord, il n'y a pas de concertation. Moi, je prends pour exemple quand même, mais qui n'est pas une petite chose. C'est grave. Ça touche un quart de... Parce qu'en fait, le plan de circulation, il faut voir que ça va bénéficier, entre guillemets, uniquement au centre, à Grand-Cœur. Quand vous habitez à La Paillade, au Mas-Drevon, à La Pompignane, ça ne va pas améliorer votre quotidien. Si tant est que ça améliore le quotidien de certains. Ça va concerner Grand-Cœur seulement, principalement. Et le reste de la ville, on ne sait pas ce qu'on va faire pour eux. Pour l'instant, on ne voit pas. Et dans ce Grand-Cœur, vous avez toute une partie, la zone des 4 boulevards, qui a été sinistrée plutôt par le nouveau plan de circulation, puisque eux, on leur a rajouté de la circulation, de la pollution et un nombre de véhicules insensé. Donc on a un peu déshabillé Paul pour habiller Jacques dans cette affaire. Il n'y a pas eu de concertation. Et surtout, on n'a pas la vision globale, le plan d'ensemble, qu'est-ce que ça va donner à la fin. Et je crois que c'est ça, le défaut de méthode, c'est l'ensemble de vision globale et de concertation pour la mise en œuvre. Je vois des villes écolos comme Grenoble ou Lyon qui ont entrepris des réaménagements des plans de circulation beaucoup plus ambitieux que Montpellier. Il n'y a pas du tout eu ces levées de boucliers et ces problèmes qu'on a à Montpellier. Donc vous êtes contre les transports gratuits. Est-ce que vous êtes pour la réouverture du tunnel de la Comédie? Non, ça pas nécessairement. Ça peut être. Si ça dépend, que le tunnel de la Comédie, pour traverser la ville et aspirer du transit, ça on comprend qu'il ait été fermé. D'ailleurs, le collectif des 4 boulevards, vous remarquerez, qui conteste le plan de circulation, n'a pas contesté ce point-là. Je suis d'accord avec eux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vision d'ensemble sur le plan de circulation et qu'on a parfois déplacé les problèmes, mais pas amélioré l'ensemble sur l'ensemble de la ville. Ce qui m'intéresse, c'est aussi les quartiers périphériques. Qu'est-ce qu'on va faire pour les quartiers périphériques? Ça, on ne le voit pas. Et surtout, au-delà des transports, parce que pour le vélo, on peut dire qu'il y a des choses qui avancent. Il y a eu la prime vélo, il y a des pistes cyclables comme il n'y en a jamais eu. Ça, on ne peut pas dire que ça n'avance pas. Mais par contre, c'est la vision de la ville. C'est-à-dire, si tous les efforts que vous faites en matière de déplacement, vous les annihilez par du béton supplémentaire et un afflux de population supplémentaire, ça sert à quoi? C'est juste pour justifier un peu plus de construction, un peu plus une population qui augmente? Non, c'est ça. Là. Et ce qui manque, c'est la vision de l'urbanisme. Et moi, j'ai dit qu'il faut mettre un coup d'arrêt à cette croissance exponentielle de la ville, surtout au centre, et qu'il faut développer une autre vision de l'urbanisme. Alors, ça tombe bien que vous parliez d'urbanisme, je rebondis, excusez-moi. Je vous en prie. Pourquoi sur tous les gros dossiers de l'urbanisme, les verts municipaux, dont Coralie mentionne, dont c'est le portefeuille, sont inexistants? Je dirais, je ne serais pas aussi sévère que vous. Je pense que
Non, parce que ça construit à Montpellier de façon exponentielle. Non, mais Corps Alimentation se bat pour essayer de faire respecter le zéro artificialisation. Oui, non, mais ça c'est acté. Mais sur la construction, sur la bétonisation. Par contre, là où elle n'a pas la main, où c'est le maire et son outil qui est la SERM qui décide de l'urbanisation, là, malheureusement, elle n'a pas la main. Et donc voilà, c'est une situation politique. Ça va vous handicaper, ça, au niveau des prochaines élections, parce qu'il y avait les Verts à la municipalité et on construit encore plus. Oui, mais tout le monde bétonne sait, partout, dans toute la métropole. Tout le monde sait qui tient le manche. Oui, mais enfin, les Verts sont là. Il faudrait qu'ils réagissent. Moi, je souhaite qu'ils se démarquent davantage, qu'ils réagissent. Là-dessus, je suis d'accord. C'est ce que fait le parti et qui leur demande de le faire aussi. Quelle est la ligne de la dernière AG des Verts? La ligne de la dernière AG, c'est pas compliqué. Il y avait 3 motions. Il y avait la motion qui soutient, disons, la ligne des élus, c'est 30%. Et il y a 70%, 2 autres motions. Celle dont moi je m'occupe, qui fait 50% des sièges, et une deuxième motion qui fait 20%. Donc c'est 70% des élus au CA qui représentent une ligne politique d'autonomisation et d'alternative par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors je la fais courte, mais Manu Reynaud, dernièrement, est intervenu dans les colonnes du journal. Il a dit qu'à ELV, c'était pas démocratique. Il parle de faux adhérents, de cartes achetées et tout. Un gars qui est un entraîneur de foot et tout, il donne des noms. Je dirais que c'est triste de dénigrer ses concurrents démocratiques quand on perd, au lieu d'accepter le jeu démocratique. Je veux dire, le système des adhésions, les règles du jeu sont les mêmes aujourd'hui que celles qu'il y avait quand il a été investi et qu'il est devenu élu. Donc, c'est les mêmes règles du jeu. Est-ce que, alors, un autre dossier qui patine, c'est la politique des déchets. Il n'y a aucune lisibilité. Le sympathique Vasquez déchante-t-il pas un petit peu? Moi, je pense que François Vasquez est quelqu'un qui veut faire avancer le dossier. C'est quelqu'un qui vient du milieu associatif, qui veut faire avancer les dossiers en matière de déchets, améliorer le tri, la valorisation des déchets, le recyclage et la valorisation organique aussi. Mais je crois que le maire, le président de la métropole plutôt en l'occurrence, qui sont la même personne, ne lui donne pas les moyens de le faire. Il n'en a pas fait une priorité. Ça c'est clair. On attend toujours qu'il y ait par exemple, qu'il y ait suffisamment d'ambassadeurs du tri pour favoriser, faire respecter le geste du tri et la propreté de la ville. Il suffit de se promener dans les rues de Grand Cœur pour se rendre compte de tas de poubelles qui ne sont pas triées, qui ne sont pas très jolies non plus. Et dans les villes où on met en place des équipes, des ambassadeurs du tri, on identifie les problèmes et on va voir le voisinage et on trouve les solutions. S'il faut ajouter des conteneurs, on les ajoute. Ça fait 3 ans, c'est quand même un échec cette chose-là. Il reste 3 petites années pour corriger le tir, effectivement. Alors, pour l'instant, c'est pas à la hauteur de ce qu'on peut faire. Un faire. autre dossier là, qu'on évoque là, dans le numéro à venir, là, c'est Sorel, il avait laissé 60 millions dans les caisses de la ville et de la métropole. Donc de la Fosse a tout dépensé. Et ils viennent d'emprunter 3 milliards d'euros pour des grands projets. Pour la métropole ou pour la ville? En fait, il a emprunté, je crois, 2 milliards pour la ville, 1 milliard pour la métropole. Ou le contraire, je ne me souviens plus. Voilà, quelle est votre réaction? Moi, j'ai toujours le même discours. Ça fait pas beaucoup d'argent. Ça paraît, à taux variable, hein, à taux variable. Ça paraît être une somme importante. La question est, est-ce que c'est pour faire de l'investissement? C'est-à-dire, si c'est de l'investissement qui construit l'avenir et que c'est utile et que c'est supportable, oui. Si c'est pour des dépenses inutiles comme les arbres à plusieurs millions sur la Comédie, là je dis non. Donc voilà, c'est ça la question, c'est une question d'équilibre. Et puis encore une fois, les taux me paraissent élevés en ce moment. Il y a des périodes où c'est intéressant d'emprunter. Je ne sais pas à quel taux ça a été fait. Honnêtement, j'ai pas vu. Mais à première vue, en ce moment, c'est pas la période la plus favorable pour emprunter. Donc ça aussi, c'est une question.
Alors, votre avenir avec la NUPES, qu'est-ce que ça va donner ici? Écoutez, la NUPES, c'est vrai qu'elle est en débat, on va dire, en difficulté au niveau national. Moi, je pense qu'il faut quand même garder l'objectif en vue. Et l'objectif, c'est qu'il y ait un seul candidat de la gauche au présidentiel de 2027. Parce que si ce n'est pas le cas, les électeurs seront désespérés. Ils n'auront le choix qu'entre le Rassemblement national et un candidat de droite, issu de la Macronie ou des Républicains, mais ce sera un candidat de droite. Donc ça, c'est pas une situation satisfaisante. Et la seule façon d'éviter ça, c'est qu'il y ait un candidat unique de la gauche. Mais ça veut dire qu'il faut aussi trouver le moyen de dépasser les problèmes, de construire cette unité et la façon de désigner un candidat qui sera acceptable par tous. Aujourd'hui, Mélenchon, pour vous, il est ce bon candidat? Je pense que c'est pas celui qui pourra rassembler le plus. Il est capable de rassembler au premier tour parce qu'il a des positions radicales, mais on voit bien ce qui se passe au second tour. Au second tour, il est incapable de dépasser un plafond de verre, tout simplement parce qu'il prend des positions qui manquent de nuances, qui sont excessives. C'est plus dans la communication d'ailleurs que dans le programme lui-même. Mais il y a un problème, bien sûr, problème Mélenchon qui est dénoncé au sein de l'AFI. Alors, est-ce que vous soutenez la démarche de Carole Delga, là, qui a dit que les écolos dissidents élus sur sa liste seraient intégrés dans le parti écologiste? Bon, c'est pas elle qui peut décider de choses comme ça. Comment elle a décidé? Ben, ça a été dit dernièrement. Je crois lors de la conférence où vous n'étiez pas là, il y a 15 jours. C'est pas elle qui peut décider de ça. Ça, c'est une décision qui appartient aux Quel est votre avis, vous? Tout dépendra de la situation politique. Moi, je suis pas pour... Vous êtes plutôt pour la réintégration? Non, ça dépend de la situation. Il faut discuter avec les gens. Je pense qu'il y a eu un loupé aux dernières régionales. Mais qui est aussi la responsabilité de Carole Delga, qui a fermé la porte, qui n'a pas voulu s'entendre avec les écologistes, officiellement, avec le parti. Moi, je ne pense pas que c'était un choix des écologistes d'être dans l'opposition ou de ne pas être représenté au Conseil régional. Donc elle s'est montrée très très dure, elle ne s'est pas montrée rassembleuse à ce moment-là. Il y a peut-être aussi des responsabilités chez les écologistes qui ont mal mesuré les rapports de force, c'est possible, mais n'empêche qu'il n'y a pas eu de main tendue du tout à ce moment-là de Carole Delga. Et puis après, il y a la politique qui est menée. C'est ça qu'il faudra voir. Quelle politique va mener la présidente de région en matière de transport, en matière d'aménagement, des ports. Voilà, il y a des sujets sur lesquels on peut s'entendre et d'autres qui sont plus difficiles. Une dernière question, quand allez-vous passer la main? Vous parlez à qui personnellement? Oui. Passer la main à qui, vous voulez dire? Ben, je sais pas. Quelle main? Je n'ai pas de main particulière actuellement. Vous voulez dire d'arrêter de militer? Ouais. Non, mais d'arrêter les fonctions à ELV. Jamais? Je sais pas. Pour l'instant, je suis en pleine forme. J'ai envie de militer. C'est pas quelque chose qui... Vous savez, je gagne rien à faire ça. Hein. C'est un engagement. Mais c'est vrai que quand on a milité, on est mordu par la politique. C'est pas facile. On n'a pas envie d'arrêter. On se sent concerné. Ça, c'est sûr. Pourriez-vous vous présenter à Montpellier aux prochaines municipales? Ouais. Écoutez, parce que les dernières élections, c'était 1%, c'était pas terrible. Oui, mais je ne représentais pas le parti écologiste. Nous confondons pas tout. Je ne représentais pas ELV. Vous représentiez qui? Non, rien. Vous-même? Une candidature indépendante, hein, bien sûr. Non, la situation est complètement différente. Donc on verra. On verra d'ici là. Vous êtes candidat quand même? Pour vous. Non, pas pour l'instant, mais on verra d'ici là. Enfin, on a le temps de voir pour les municipales à Montpellier ce qu'on va faire. Pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est construire une ligne politique qui n'abandonne pas les fondamentaux de l'écologie. On a parlé de certains dans cet entretien hein, sur l'urbanisme et une vraie vision de la ville. On verra le moment venu ce qu'il convient de faire en termes de stratégie. En tout cas, je défendrai une affirmation de l'écologie autonome et qui a l'ambition de gouverner et pas
d'être une force d'appoint d'un maire socialiste de la vieille école en plus, qui est pas du tout, qui n'est même pas dans la construction d'un rassemblement à gauche, qui a refusé, on l'a vu au moment des législatives. Voilà, moi je pense qu'il faut construire d'abord une écologie ambitieuse, il est urgent d'agir et pas de mesurettes, vraiment de faire une ville vraiment écologiste. Et pour ça, il faut rassembler la gauche. Donc moi, je défendrai cette idée de rassembler. C'est-à-dire que vous pourriez plus vous retrouver avec la NUPES, avec LFI, qu'avec le maire de Montpellier? À titre personnel, je défends un rassemblement qui reprendrait les contours de la NUPES. Mais le débat n'a pas eu lieu au sein du parti. Le débat aura lieu... Non, mais aujourd'hui. Oui. Moi, je pense qu'il faut rassembler sur une ligne écologiste et de gauche cohérente. Mais il y a des socialistes qui ont rejoint la NUPES. Le parti socialiste... mais non, ça ne m'a pas échappé. Donc, je pense qu'il faut rassembler la gauche, mais sur une ligne vraiment alternative, et de gauche et écologiste. Et moi, je travaillerai à ça, bien sûr. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.